Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir en ce 3 janvier pour vous informer sur l'actualité nationale et internationale. Recevez mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2022. Dans ce 20h, nous vous amènerons 56 ans en arrière dans l'histoire du Burkina Faso. 3 janvier 1966, la Haute-Volta faisait face à sa première insurrection. Les travailleurs de l'époque dépités exigeaient le départ du président Maurice Yaméogo. Dans un instant, nous reviendrons sur les détails de ce fait marquant de l'histoire du Burkina Faso. Autre fait désormais lié à l'histoire du Burkina, c'est celui du massacre de Yirgou. 3 années après les tueries, la justice se fait toujours attendre. Le collectif contre l'impunité, la stigmatisation des communautés dénonce une mauvaise volonté militaro-politique. Et enfin, hors de chez nous, au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok annonce sa démission. Une décision qui remet en cause le rêve d'une transition démocratique, voire même la survie du pays. Il y a exactement 56 ans de cela, le Burkina Faso, à l'époque Haute-Volta, vivait son tout premier soulèvement populaire. Seulement 6 ans après son accession à l'indépendance, le peuple burkinabé était dans la rue pour chasser Maurice Yaméogo, premier président du pays. Le mouvement syndical s'opposait à des actes de mauvaise gouvernance dont les travailleurs devaient payer le lourd tribut. Nous vous proposons un rappel historique dans cet élément signé Bernard Bougma. À l'origine de ce premier soulèvement de l'Afrique noire post-coloniale, il faut juste retenir les mesures d'austérité prises par le président Maurice Yaméogo. Il s'agissait d'une batterie de mesures qui visent à rationaliser les dépenses pour pouvoir faire face à la situation difficile d'alors. Des mesures drastiques dont la réduction des allocations familiales de plus de 50%, le rabattement des salaires de 20%, le blocage des avancements des fonctionnaires de 2 ans. En outre, le président Maurice Yaméogo avait interdit les réunions syndicales et le droit de grève. Sont également visées la suppression des subventions aux écoles privées. Tous ces événements sont arrivés au moment où le président Maurice Yaméogo venait de remporter l'élection présidentielle de 1965 avec 99,97% des voix. Mais les choses ont été débordées quand celui-là même qui a pris ces mesures s'est permis une lune de miel au Brésil à coups de millions sur le dos de l'État voltaïque en son temps, après son 2e mariage. En outre, Maurice Yaméogo avait sur son dos la chefferie traditionnelle dont il bafouait l'autorité. Il avait également institué des élections pour le choix des chefs traditionnels. Les relations entre Maurice Yaméogo et l'Église catholique n'étaient plus également au beau fixe à l'issue de son 2e mariage, car pour un ancien séminariste se réclamant catholique, la pilule était très difficile à avaler. Donc une marche pour protester contre ces mesures et réclamer plus de liberté syndicale va déchaîner en un soulèvement populaire. L'armée au pouvoir ont scandé les manifestants, dont l'homme politique, le professeur Joseph Kizerbo. Maurice Yaméogo abandonne son pouvoir au profit du colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, son chef d'état-major d'alors. La Haute-Volta, devenue Burkina Faso, venait d'offrir à l'Afrique son premier soulèvement de l'histoire, dont le remake a été l'insurrection populaire d'octobre 2014, pilotée cette fois-ci par les partis politiques et les organisations de la société civile. Les syndicats ayant observé les choses à distance, même si les différents militants des syndicats ont mis les pieds dans les plats. Les centrales syndicales, pour ne pas dire les organisations syndicales, n'ayant pas officiellement appelé leurs militants à prendre part à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Nous restons sur la date du 3 janvier, un jour déclaré férié, chômé et payé au Burkina Faso. Et comme vous l'avez suivi dans le précédent reportage, cette date est liée au soulèvement populaire de 1966 qui a vu la chute du premier président Maurice Yaméogo. Chaque année, depuis lors, les syndicats se retrouvent à la Bourse du Travail où des conférences données rappellent aux nouveaux syndicalistes l'histoire du pays. Pour ce 3 janvier 2022, la tradition a été respectée par le monde syndicaliste burkinabé à travers la tenue d'un panel. Serge Kaboré vous en parle.
Le 3 janvier 1966, une date historique pour le pays des hommes intègres, en ce sens qu'elle marque la fin de la première république de Haute-Volta, devenue aujourd'hui Burkina Faso. Marre du vent d'austérité qui soufflait sur le pays depuis les indépendances, une grève généralisée conduite par les syndicats avait contraint le président Maurice Yamiogo à la démission. 56 ans après, jour pour jour, le monde syndical burkinabé commémore cet anniversaire à travers un panel au cours duquel 2 communications ont été données. La première, faite par Guy-Olivier Ouedraogo, a abordé les caractéristiques du mouvement syndical à ses débuts. Le message fort qui se cache au niveau de cette date, c'est de savoir que les élections démocratiques en est quelque chose, parce que si vous vous rappelez, en 1965, le président Maurice Yamiogo a été élu avec plus de 98% des voix. Et le 3 janvier 1966, vous savez ce qui s'est passé. Donc il faut être toujours en phase avec effectivement les aspirations de ton peuple, même si démocratiquement tu es élu. Donc c'est le peuple qui décide en dernière position. Et de là, nous interpellons effectivement tous les dirigeants à être à l'écoute de leur peuple et surtout des travailleurs. Contribution de l'unité d'action syndicale à la défense, la promotion des libertés démocratiques et syndicales, des droits économiques et sociaux des travailleurs, tel est le thème de la deuxième communication donnée par l'ancien secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, Richard Tianobergo. Pour lui, la question de la souveraineté nationale se pose aujourd'hui avec acuité avant celle de la liberté syndicale. Cette situation sécuritaire-là pose une grande question. Est-ce que même le Burkina est libre pour que nous-mêmes, syndicalistes, on parle de question de liberté? Est-ce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit là, nous avons la possibilité de défendre notre patrie là comme nous voulons? Si nous ne pouvons pas décider de ce que nous allons faire de notre patrie, ça pose problème. Est-ce que le président Rochman Christian Kaboré peut se lever et dire je vais aller commander des armes où et je peux commander telle ou telle arme sans l'avis de Macron? Ça, c'est la grande question qui se pose. Or, nous devons donc pouvoir décider de nous-mêmes. Pour Sagado Nakanabo, participant à ce panel, les leçons du 3 janvier 1966 n'ont pas été suffisamment assimilées par les dirigeants. J'ai l'impression que les pouvoirs ne tirent pas leçon, non seulement du 3 janvier, mais aussi des autres mouvements populaires qui s'en sont suivis. Parce que, logiquement, lorsque le peuple crie le ras-de-bol, s'il est écouté, généralement on n'aboutit pas à une insurrection. Et pourquoi nos dirigeants, chaque fois quand ils sont au pouvoir, ne pensent jamais à résoudre les problèmes pendant qu'il est temps? Je ne comprends pas cette logique, mais je suis absolument convaincu que chaque fois qu'il y a eu des soulèvements populaires, c'est parce que non seulement les gens n'ont pas tiré leçon de ce qui s'est passé avant et dans de telles situations, et se sont emmurés, se sont entêtés et ont refusé d'écouter le peuple. La commémoration de ce 3 janvier se tient dans un contexte marqué par la crise sécuritaire que connaît le pays. Le Burkina Faso a connu à ce jour 2 insurrections populaires que sont celles du 3 janvier 1966 qui renversa le régime de Maurice Yamiogo et celle des 30 et 31 octobre 2014 qui a vu le renversement du président Blaise Compaoré après 27 années de pouvoir. Et puis, en marge du panel sur le 56e anniversaire de la commémoration du soulèvement populaire du 3 janvier 1966, le processus de la naissance du mouvement syndical a été expliqué par le secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, Guy-Olivier Ouedraogo. Pour lui, au-delà de la démocratie, les idées socialistes ont influencé le syndicalisme. Écoutez ses propos. Il faut se dire que c'est l'apport de certaines idéologies qui ont vraiment transformé le syndicat. C'est vrai qu'il y a la démocratie, à l'époque la démocratie était naissante en Europe, mais les idées qui ont plus marqué les syndicats, ce sont les idées socialistes. Et bien sûr, tout le monde le sait, c'est l'idéologie marxiste-léniniste qui a le plus marqué les syndicats. Il y a eu des évolutions après, mais la naissance du syndicalisme en Europe a été effectivement d'abord les conditions de vie difficiles et les besoins de solidarité entre ouvriers et l'apport, l'évolution des idées mentalistes, idéologiques et autres. Maintenant, sur le plan africain, l'histoire du syndicalisme africain ne se confond pas nécessairement avec l'histoire du travail. Il faut se dire qu'effectivement, il y avait un embryon
un embryon de relations professionnelles en Afrique. Mais si vous enlevez l'Afrique du Sud et l'Algérie en son temps, il faut se dire qu'il n'y avait pas une forte industrialisation de l'Afrique. Et même jusqu'à présent, quand vous regardez au niveau de l'Afrique, nous avons très peu d'industrialisation. Donc, par contre, le mouvement syndical africain, dans la plus grande partie du continent, émergera progressivement de par une longue gestation historique à partir de la Seconde Guerre mondiale, et cela en faveur des mouvements nationaux de revendication d'indépendance. C'est la revendication d'indépendance qui a été vraiment le catalyseur du mouvement syndical burkinabé, si c'est peut-être même pas l'inverse. Autre actualité à présent, affaire à Yirgou. Les Burkinabés ne sont pas prêts de l'oublier. D'ailleurs, nombreux d'entre vous se demandent où en est-on avec le dossier. Le collectif contre l'impunité, la stigmatisation des communautés dénonce un blocage militaro-politique dans ce drame qui a fait en janvier 2019 49 morts selon le gouvernement et 210 selon cette organisation de la société civile. Toujours est-il que 3 années après, la justice est toujours silencieuse malgré les interpellations. Maxime Jean de Bambara vous replonge dans les douloureux faits de Yirgou. 3 ans après le drame de Yirgou et malgré les actions du CIS, collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, organisation née au lendemain de ce drame, la justice se fait toujours attendre pour les victimes des événements tragiques des 1er, 2 et 3 janvier 2019. Des groupes armés terroristes faisaient irruption dans le village de Yirgou, dans la commune de Barsalgo, région du centre-nord, tuant 7 personnes, dont le chef du village, avant de prendre la poudre d'escampette. Des exactions et des pertes en vies humaines au sein de la communauté Peul s'ensuivent dans la poursuite des terroristes. Des représailles menées par des groupes armés d'autodéfense. Les survivants de ce drame cherchent refuge dans les autres villages. S'ensuit la guerre des chiffres. Le gouvernement donne un premier bilan officiel de 13 morts le 2 janvier et le revoit le 4 janvier à la hausse, parlant de 46 puis de 49. Le gouvernement condamne cette attaque dite odieuse et le procureur du tribunal de grande instance de Kaya est saisi. 4 jours après les affrontements, soit le 5 janvier, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se rend à Yirgou. Le 12 janvier, 2 milliers de manifestants battent le pavé dans la capitale pour dénoncer les violences ethniques à Yirgou et exiger la dissolution des groupes d'autodéfense impliqués dans les tueries. Le massacre de Yirgou a entraîné le déplacement de plus de 6400 personnes. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, lors d'une conférence de presse tenue le 1er février, affirme que les massacres de Yirgou ont touché une vingtaine de villages. Selon cette organisation de la société civile qui dit avoir procédé à un recensement rigoureux, 210 personnes ont été tuées dans cette tragédie. Les témoignages indiquent que les bourreaux sont connus et les Kogloyego nommément cités, affirme le collectif. 7 Kogloyego seront par la suite arrêtés le 7 août dans cette affaire, alors que 180 suspects sérieux avaient été identifiés par les officiers de police judiciaire et le procureur près le tribunal de grande instance de Kaya. Le 24 décembre, le chef des groupes d'autodéfense Kogloyogo de Boulsa, Bourema Nagbanga, est interpellé dans le cadre du meurtrier dossier du Yirgou. Ses partisans barricadent les voies pour exiger sa relaxe. Il bénéficiera finalement d'une liberté provisoire le mardi 4 février 2020. 2 enquêtes judiciaires ont été ouvertes depuis lors par le parquet du tribunal de grande instance. La première pour élucider les faits relatifs à l'assassinat du chef du Yirgou et des membres de sa famille. Il faut dire que cette première enquête n'a pas permis d'identifier les présumés auteurs. La seconde enquête, elle, est relative au massacre de la communauté Peul et a permis d'identifier 55 corps et 66 disparus. En outre, près de 200 personnes soupçonnées d'avoir participé au massacre ont été identifiées. Sur 180 mandats d'amener décernés par le parquet du tribunal de grande instance de Kaya, seulement 12 mandats ont été exécutés jusque-là. Ces 12 personnes ont été inculpées des faits de présomption grave de crimes de génocide, de meurtre, de destruction volontaire de biens, de coups et blessures volontaires et de dissimulation de cadavres. L'an 3 de Yirgou intervient donc dans un contexte d'attente de la justice et du déroulement du processus de réconciliation nationale qui se révèle un véritable défi.
S'il est sans équivoque que jusque-là, la justice burkinabé n'a rien dit sur le drame de Yirgou, force est de remarquer que les acteurs de ce monde judiciaire ne sont pas restés les bras croisés durant cette année 2021. Entre l'emblématique dossier Thomas Sankara, le jugement des terroristes et le procès sur le trafic illicite de carburant, les hommes en robe noire ont eu du pain sur la planche. Retour sur ces grandes actualités judiciaires dans cet élément de Abdoulrahim Agnini. Le fait majeur de l'année 2021 dans le domaine judiciaire est l'ouverture du procès du dossier Thomas Sankara le 11 octobre par la justice militaire. 34 ans après les événements du 15 octobre 1987, l'ouverture de ce procès marque l'étape tant attendue pour connaître la vérité judiciaire sur la mort du président Thomas Sankara. Un procès qui marque l'aboutissement d'un long processus judiciaire et une longue lutte des organisations de la société civile et familles de victimes pour que justice soit rendue à l'ancien président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Sur le banc des accusés, 12 personnes comparaissent. Ils sont accusés d'assassinat, de complicité d'assassinat, de recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. 2 accusés manquent à l'appel. Il s'agit de Hyacinthe Kafando et Blaise Compaoré. En plus des accusés, plus d'une trentaine de témoins sont déjà passés à la barre pour donner leur version des faits pour la manifestation de la vérité à l'issue de ce procès qualifié d'historique. Et c'est vu cette historicité que des organisations de la société civile ainsi que les avocats de la partie civile avaient introduit une requête pour voir le procès enregistré et diffusé. Cette requête a été rejetée par le tribunal qui évoque l'article 43 du Code de justice militaire. Au niveau des juridictions de droit commun, le nombre de juridictions de premier degré passe à 26 avec l'inauguration le 18 mai 2021 du tribunal de grande instance de Ouaga 2. Situé dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, sa compétence territoriale s'étend aux arrondissements 6, 7, 11 et 12, ainsi que les communes rurales de Samba, de Komsilga et la province de Bazega. En ce qui concerne la compétence d'attribution, c'est la seule juridiction nationale habilitée à connaître des actes liés au terrorisme à travers le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. À ce titre, le tribunal de grande instance de Ouaga 2 a tenu la première session de jugement des actes terroristes du 9 au 13 août 2021. Cette session a permis de présenter à la barre une dizaine de présumés terroristes. Un a été relaxé au bénéfice du doute et les autres ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement. La tenue de cette session est présentée comme la réponse judiciaire au terrorisme. C'est d'ailleurs la thématique de la rentrée judiciaire 2021-2022 qui est intervenue le 1er octobre 2021. Les acteurs de la chaîne judiciaire se lancent donc le défi de contribuer à lutter contre le terrorisme sans pour autant tomber dans l'arbitraire. Dans ce contexte sécuritaire fragile, plusieurs manifestations ont été organisées au cours de l'année pour réclamer plus de sécurité. La dernière en date est celle du 27 novembre qui a dégénéré avec un lot de dégâts importants. La justice s'est saisie de l'affaire et a livré son verdict le 22 décembre 2021. Les meneurs de la marche sont reconnus coupables d'organisation d'une marche illicite. Abdelkarim Baguian et Mamadou Drabo sont condamnés à 12 mois d'emprisonnement assortis de sursis plus une amende de 300 000 francs CFA. Hervé Ouattara, Marcel Tankwano et Adama Tiendrebego, quant à eux, écopent de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 300 000 francs CFA. Autre procès tenu au cours de l'année, c'est le procès contre les contrebandiers de carburant. En septembre 2021, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, a annoncé l'arrestation de 72 personnes qui s'adonneraient au trafic illicite de carburant dans les régions de l'Est, du centre-Est, du centre-Nord, du plateau central, du centre-Sud et du centre. Le procès, qui s'est ouvert le 26 octobre puis renvoyé au 16 novembre, a livré son verdict le mardi 21 décembre 2021. 40 personnes sont reconnues coupables de contrebande aggravée de carburant, mise en danger de la vie d'autrui, complicité de contrebande et spéculation illicite. Ils écopent d'une peine d'emprisonnement allant de 6 à 24 mois. Karim Dialga et Inoussa Kwanda, déclarés tête pensante du trafic, sont condamnés à 24 mois d'emprisonnement, dont 15 mois fermes et une amende de près de 9 milliards de francs CFA.
Notons également qu'en fin juillet 2021, le Conseil d'État français a validé l'extradition de François Compaoré, principal accusé dans l'affaire Norbert Zongo. Le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré a donc épuisé les voies de recours devant la justice française. Ses avocats ont donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Ils disent craindre pour la vie de leurs clients s'ils devaient être détenus au Burkina Faso. Les acteurs judiciaires burkinabés, eux, attendent impatiemment son extradition pour ouvrir le procès sur la mort du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998. Un royaume uni d'Afrique d'ici à 2030. Le concept peut paraître utopique pour beaucoup, mais pas irréalisable pour le collectif United Kingdoms of Africa, UKAFA en abrégé. Présent à Ouagadougou, il a lancé son concept Watisera, qui signifie en langue bambara « il est temps ». Pour l'UKAFA, il est plus que temps pour les pays africains de s'unir à travers les différents royaumes pour former une seule nation. Le concept panafricaniste né à Bamako, au Mali en 2020, a été présenté à la presse à travers une conférence tenue à Ouagadougou sur le site du mémorial à Thomas Sankara ce 31 décembre 2021. Abdoulrahim Magnani. Former un royaume uni d'Afrique à travers une restauration des royaumes et la constitution d'une seule nation africaine. C'est l'objectif de l'UKAF, United Kingdoms of Africa, un collectif qui s'inspire des leaders du panafricanisme tels que Kwame Nkrumah, Nelson Mandela et Thomas Sankara. Cette visite du responsable de l'UKAF au Burkina Faso fait partie des démarches entreprises pour sensibiliser et faire connaître les ambitions de ce collectif panafricaniste. Nous devons avoir une monnaie africaine et avec la monnaie il faut sécuriser la monnaie et là il nous faut une sécurité africaine, une armée totalement africaine. Le passeport CEDEAO est là aujourd'hui, mais quand un Burkinabé veut sortir, aller au Ghana ou quelque part là, tu payes. Et si tu arrives au Ghana, tu dois prendre le résident permit, un permis de résidence pour 1 an. Vous rentrez, on vous donne 2 mois, maximum 3 mois, 90 jours. Vous arrivez au niveau du Cameroun, vous avez besoin d'un visa. On ne l'appelle pas visa, mais c'est un visa. Tu vas au niveau de l'Afrique centrale, c'est la même chose. Le Maroc a commencé aujourd'hui. C'est comme si c'est les demandes en ligne, c'est les visas. On ne rentre pas comme ça aujourd'hui au Maroc. Donc nous ne voulons plus qu'il y ait des barrières entre les pays africains. Nous sommes les fils et les filles du même continent, du même pays, et là on doit se comporter comme ça aujourd'hui. Le Royaume uni d'Afrique va au-delà des États-Unis et doit être basé sur les royaumes. L'UKAF en veut pour preuve le royaume du Ghana qui a permis d'asseoir la stabilité. Un modèle qui doit être étendu à tout le continent selon El Hadj Mohamed Bamba. Les Royaumes unis d'Afrique, c'est ce qui va réunir maintenant les familles royales à avoir un seul bloc. Qu'aujourd'hui le Ghana est stable. Le Ghana est propre. Le Ghana, il y a l'éducation parfaite. Personne ne peut contester. Le Ghana, on ne parle pas du terrorisme. On ne parle pas du banditisme. On dit freedom et justice. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour que le Ghana soit comme ça aujourd'hui. Les Oura ne parlent pas. Ils ne parlent pas officiellement. Mais ils ont leur droit de veto. C'est pourquoi aujourd'hui, le Ghana a toujours sa monnaie. Et le Ghana décide tout ce qu'il veut. Le Ghana n'a pas de problème aujourd'hui. Pour parvenir à cela, l'UKAF entend contribuer à lutter contre l'insécurité, la faim, la dépendance et le chômage, conditions indispensables pour susciter l'adhésion à l'idéologie panafricaniste. Nous sommes en train de mettre des choses sur place d'abord, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut rien faire comprendre les hommes. Un homme qui a faim, un homme affamé ne peut même pas t'écouter. Donc nous devons travailler d'abord pendant ces 10 ans-là pour une assise totale par rapport à l'autosuffisance alimentaire, l'éducation et la culture, la santé et l'environnement, l'emploi et la formation, la sécurité et l'autodétermination. En incitant les uns et les autres, c'est-à-dire les acteurs africains au développement, les investisseurs africains de la diaspora, les intellectuels, les scientifiques et les techniciens africains de la diaspora, d'investir et de s'intéresser au développement de la nation africaine.
L'UCAF regroupe 3 composantes, à savoir les 54 pays d'Afrique, les Africains de la diaspora et les Afro-descendants. Cette initiative du Royaume-Uni d'Afrique a été lancée en septembre 2020 pour 10 ans, donc prévu aboutir en 2030 au Royaume-Uni d'Afrique. Plus de rythme dans ce 20h avec l'entrée dans le monde musical de Solfis. Artiste burkinabé, Solfis alias le Poussin d'Afrique a mis sur le marché discographique un album de 12 titres hier 2 janvier 2022. Intitulé Espoir d'Afrique, cette œuvre se veut selon l'auteur un déclencheur de prise de conscience de tous les Burkinabés pour un Burkina meilleur. La cérémonie de dédicace de cet album a été marquée par un mini-concert à Ouagadougou ce même jour 2 janvier. Mamidriana Kamabou. Ce mini-concert de l'artiste burkinabé Solfis marque son entrée dans l'arène musicale burkinabé. Composé de 12 titres, le premier album de l'artiste, Espoir d'Afrique, aborde des thèmes comme le pardon, l'union, l'amour, entre autres. Aussi, l'artiste s'est servi de son album pour lancer un appel au patriotisme face aux défis du moment qui demeure la crise sanitaire et sécuritaire. L'artiste souhaite se frayer un chemin dans le paysage artistique avec ce premier album. Cet album est un album tout premier, voilà, qui va m'ouvrir un passage afin que le jour à venir, ce qui va venir soit vraiment ce que le peuple attend de moi, ce que la population attend de moi, ce qui est plus meilleur. Voilà. Dans cet album, je parle du pardon, de l'union. Je sensibilise les jeunes, je fais un appel au patriotisme et je célèbre l'amour. Solfis a bénéficié du soutien de Roger Ilboudo, un parrain qui croit au talent de l'artiste et en la capacité de la musique à changer les habitudes. Je pense que c'est les artistes, aujourd'hui, tout comme vous de la presse, qu'on peut utiliser pour sensibiliser, pour inviter la population à observer les mesures barrières, à observer les mesures de sécurité, à prendre toutes les dispositions pour que ces 2 défis majeurs qui vivent notre pays là, on puisse s'en débarrasser. C'est vraiment ce qui nous a animés en accompagnant ce jeune homme dans cette activité. À l'état civil, Souleymane Sawadogo dit Solfis est un jeune artiste burkinabé évoluant dans le registre tradi moderne. Son tout premier album, Espoir d'Afrique, est chanté en langue française, moré et djoula. L'album est disponible sur le marché discographique burkinabé. Le chef du gouvernement soudanais a annoncé dimanche 2 janvier 2022 qu'il quittait ses fonctions 6 semaines après être revenu au pouvoir dans le cadre d'un accord politique contesté conclu avec les militaires. Pour la presse, cette démission accentue l'incertitude sur l'avenir politique du Soudan, menacé d'un retour à l'autoritarisme. Il est le visage civil de la transition politique au Soudan, mais aujourd'hui il a décidé de jeter l'éponge et de laisser les militaires seuls au pouvoir. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé sa démission à la télévision après plusieurs jours de rumeurs selon lesquelles il ne se présentait plus à son bureau. J'ai décidé de vous rendre votre confiance et de vous annoncer ma démission du poste de Premier ministre pour laisser la place à un autre des fils de ce pays généreux, pour diriger notre chère patrie pendant le reste de la transition vers un État civil et démocratique renaissant. Pour justifier son geste, Abdallah Hamdok explique avoir tout tenté pour sauver son pays. Lui qui incarnait l'espoir après la révolution de 2019 était considéré comme un traître après l'accord politique passé avec les militaires il y a quelques mois. J'ai essayé autant que possible d'éviter que notre pays ne glisse vers une catastrophe.
alors qu'aujourd'hui il traverse un tournant dangereux qui pourrait menacer toute sa survie s'il n'y est pas remédié rapidement. Sa démission intervient après une nouvelle journée de manifestation contre les militaires au pouvoir, au cours de laquelle au moins 3 personnes ont été tuées. En tout, depuis le putsch du 25 octobre, 57 manifestants ont été tués et des centaines ont été blessés. Malgré tout, les Soudanais restent mobilisés, même s'ils ont pour l'instant peu de chances d'être entendus. Un conseiller du général Bourhan au pouvoir a jugé vendredi que les manifestations ne sont qu'une perte d'énergie et de temps. Sport pour terminer, préparation CAN 2021. Les étalons du Burkina ont livré un match amical contre les Panthères du Gabon ce dimanche à Abu Dhabi. Un affrontement fort encourageant pour le Burkina qui s'en sort avec 3-0. Ce résultat en dit long sur la santé physique et mentale des étalons qui devraient donc maintenir justement cette santé puisque dans 6 jours, ils seront face aux Lions indoptables du Cameroun. Bessongré, John Williams, Somda. Les étalons montent en puissance. 4 jours après un nul plein d'enseignements face au Morabitoun, les hommes de Kamou Malo ont démontré leur état de forme face aux Panthères du Gabon. Dans ce deuxième match de préparation avant la CAN, les étalons ont de nouveau alterné solidité défensive et réalisme offensif. Grâce à Issa Kabouré à la 30e, Gustavo Sangaré à la 54e et à Dango Ouattara à la 60e, les étalons ont infligé un 3-0 aux Panthères. Un résultat et la manière qui rapproche l'équipe de ses certitudes. Naturellement, parce que c'est une équipe se bâtit et toujours sur des certitudes. Alors nous avons nos qualités, nous avons des hommes pour. Alors nous avons bâti notre équipe parce que si vous prenez notre parcours, depuis au moins 2 ans, nous n'encaissons pas beaucoup. Alors donc nous essayons de travailler effectivement sur nos qualités et puis notamment, vous avez parlé de la générosité des garçons. Quand vous avez des jeunes qui ont envie de prouver, qui ont envie de courir, ils ne se font pas compter. C'est différent de la star, vous ne pouvez pas le faire 2 sprints à la suite. Voilà, mais les jeunes garçons, ils vont à fond. Puis, bon, je pense que c'est l'avantage que de jouer avec des jeunes joueurs. Si les observateurs et les supporters des étalons peuvent se satisfaire de ce résultat, Kamou Malo préfère pour sa part ne retenir que le match contre la Mauritanie. L'objectif pour lui étant d'arriver à point nommé du 9 janvier prochain. Je suis satisfait de ce résultat, non. Parce que pour les matchs amicaux, surtout de préparation à une compétition telle la CAN, les matchs amicaux, ce n'est pas très indicatif. Parce que vous trouvez des équipes qui travaillent sur des thèmes, pas forcément pour le résultat. Alors donc, il faut s'y méprendre, il ne faut pas... mais chez nous, par exemple, ce soir, je pourrais dire que les garçons ont vraiment respecté les consignes de départ. Avec ce match amical, Kamou Malo a également pu tester l'envie de son équipe, un groupe fortement rajeuni, mais qui en a bien plus sous la semelle. Il faut dire qu'à ce niveau, le sélectionneur est vite parvenu à sortir une belle formation en dépit du coup de temps à lui imposer pour le rajustement de l'équipe. Naturellement, parce que quand on fait le pari de rajeunir un groupe, surtout une équipe nationale, c'est pas toujours facile. Vous avez ça tire de partout, mais en tout cas, force est de reconnaître que ces garçons à qui on a fait confiance, en tout cas force l'admiration. Et vous l'avez vu ce soir, c'était un groupe très humilié, j'allais vous dire, mais malgré tout, qui a donné en tout cas une belle réplique, en tout cas un football avec vraiment beaucoup de discipline tactique. Après le match amical face au Gabon, les étalons se préparent à rallier le Cameroun en vue de la CAN. Le groupe pourra dès ce mardi compter sur la présence de son capitaine et leader charismatique Bertrand Traoré. Dans cette dernière ligne droite, il s'agira de peaufiner le dernier réglage en attendant le Cameroun le 9 janvier. C'est sur cette note sportive que prend fin ce journal. Mais tout de suite, à retrouver Williams Somda dans votre magazine Sport 3 pour une actualité sportive bien plus complète. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h précise. Bonsoir.